Bonjour à tous et bienvenue dans ce 18e talk par Be My Desk. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Arnaud Marion. Bonjour Monsieur Marion. Bonjour François. Alors Monsieur Marion, vous êtes ce que le journal Le Monde a appelé un serial redresseur d'entreprise. C'est vous qu'on appelle pour sauver des entreprises en difficulté. Et vous avez notamment été mandaté pour redresser le Vélib à Paris, l'entreprise Doux et Père Dodu en Bretagne, ou encore les pianos Playel, entre autres. Début mai, vous allez publier un livre intitulé Partout où je passe les mêmes erreurs, les conseils d'un serial redresseur d'entreprise pour réussir sa gestion de crise et se transformer, donc qui sera publié aux éditions Erol au format numérique pendant cette période de confinement. Et enfin, vous venez aussi de créer l'IHEGC, l'Institut des hautes études en gestion de crise, pour former les dirigeants, les managers et les acteurs du changement à la gestion des crises et des transformations. Vous êtes donc, si je puis dire, tout indiqué pour nous parler du sujet du jour, qui est donc la stratégie à adopter en temps de crise et comment préparer la reprise d'activité après la crise. Je vous laisse donc développer ce sujet. Merci beaucoup François, merci à vous, merci à Romain et Cyril et à Be My Desk de m'inviter ce midi, j'en suis vraiment ravi. Alors oui, la crise, alors là pour le coup tout le monde en parle, c'est une crise qui est planétaire, une crise qui pourrait s'assimiler un peu à une catastrophe naturelle, à laquelle on assisterait, et un type de crise qui touche pour la première fois tout le monde, et notamment, je vais dire, les pays de l'hémisphère nord, alors que généralement, tout ce qui peut être sanitaire ou catastrophe naturelle de cette ampleur touche plutôt les pays du Sud, ce qui nous met toujours en position d'observateur. On voit que cette crise elle a un impact très important sur tout le monde. On est pour la première fois confronté à un choc d'offres et de demandes simultanées. Et on s'aperçoit que du coup, c'est un véritable révélateur de faiblesse parce que plus de la moitié de notre économie en France est à l'arrêt, dans le secteur productif et marchand en tout cas. Et au niveau de la planète, on a à peu près un tiers de la planète qui s'est arrêtée. Donc aujourd'hui, cette crise, elle a des conséquences énormes, à la fois commerciales, industrielles, sociales, financières, bien évidemment, et comportementales. On s'aperçoit tous d'ailleurs qu'on fait les choses différemment depuis que cette crise a commencé. On a un rapport différent au temps. Et donc, effectivement, et puis on utilise plein de nouveaux outils. On n'a jamais autant utilisé les Skype, les Zoom, les boucles WhatsApp ou autres. Alors, quelle est la situation aujourd'hui pour les entrepreneurs et pour les entreprises? D'abord, je pense que cette crise montre et révèle à quel point l'entreprise en tant que corps social est extrêmement important. On n'a jamais parlé autant d'entreprise, on n'a jamais autant parlé de la contrainte d'être au chômage partiel et l'entreprise finalement n'a jamais autant manqué à ses individus. On est aujourd'hui dans la situation et la double situation où on a à la fois des salariés et les patrons d'entreprise qui sont complètement traumatisés. Et c'est pas démagogique que de le dire, c'est un constat, c'est normal. C'est une période qui est très spéciale, qui est très fatigante parce que jusqu'il y a quelques jours, on n'avait encore pas de date de reprise. Et donc, tout le monde est soumis à rude épreuve, y compris le salarié qui est confiné chez lui dans son salon à regarder Netflix, et encore plus celui qui est dans le même salon avec les enfants autour pour continuer à travailler. Euh, Quels sont les enseignements que l'on peut avoir? D'abord, le focus aujourd'hui des dirigeants d'entreprise, il a été sur quoi? Il a d'abord été dans l'urgence au tout début de l'annonce du confinement. Donc, la première urgence, c'était qu'est-ce que je fais de mes salariés, qu'est-ce que je fais de mes employés, et c'était de gérer cette phase de chômage partiel forcé, en fait, puisqu'ils n'avaient plus le droit, et le mot d'ordre compris, c'était ne venez pas travailler, qui a été un mot d'ordre d'ailleurs un peu ambigu entre rester chez vous et il faut continuer à faire tourner l'économie. La deuxième chose,
à laquelle le dirigeant s'est intéressé, c'est la trésorerie de son entreprise. Est-ce qu'il va être capable de faire les salaires du mois de mars? Moi, comme vous le savez, je m'occupe de beaucoup d'entreprises en difficulté, c'est mon métier, de beaucoup de crises et de restructurations, et le focus a été là. Combien de temps on va tenir et combien de temps on va tenir si on n'est pas aidé, car bien évidemment, il y a toujours le scepticisme de est-ce qu'on va nous aider et comment on va nous aider. Alors, très vite, le gouvernement a mis un certain nombre de mesures. Là, aujourd'hui, on a une date, le 11 mai, globalement pour tout le monde, mais pas pour tout le monde. Là, on est concentré sur la reprise. Et la reprise, elle passe par la santé des individus, la sécurité au travail et dans quelle mesure on va pouvoir faire redémarrer les bureaux, les ateliers de production et je dirais tout l'écosystème de l'entreprise. Et on va le faire redémarrer dans quelles conditions? C'est-à-dire, est-ce qu'on va le faire redémarrer à 100%, à 30%, à 50%? C'est là-dessus qu'est le focus. Et puis, il y a une arrière-pensée énorme, bien évidemment, mais ça va être quoi le futur? Pourquoi? Parce que d'abord, les chefs d'entreprise qui étaient à la tête d'entreprises fragiles, ces entreprises fragiles vont être encore plus fragilisées. La crise ne sera pas du tout un effet d'aubaine, je pense que ce sera au contraire un accélérateur par rapport aux difficultés, et notamment parce qu'aujourd'hui, la solution pour financer cet arrêt d'activité qui dure pendant le confinement, mais qui va durer largement après, on y reviendra, c'est la dette. On endette les entreprises pour compenser une destruction de valeur. Et ça, effectivement, c'est une vraie préoccupation pour les chefs d'entreprise. D'abord, vont-ils trouver tout l'argent dont ils ont besoin pour pouvoir faire face justement à la fois à la période du confinement, à l'arrêt complet d'activité et à la reprise? Beaucoup d'entreprises, et moi je les ai au téléphone, me disent mes clients ne me payent plus et elles sont elles-mêmes tentées de ne plus payer leurs fournisseurs. Donc en fait le risque c'est une chaîne de défaut de paiement, c'est-à-dire le risque c'est la confiance aujourd'hui entre les agents économiques. Beaucoup de grandes entreprises ont donné l'exemple en disant non, il faut absolument payer les fournisseurs, il faut les payer d'avance, il faut continuer à faire travailler. Et moi j'ai beaucoup aujourd'hui de retours aussi de clients, par exemple des grandes entreprises qui disent à leurs fournisseurs, par exemple des prestations de conseil, on continue mais c'est moins 20%. Donc effectivement aujourd'hui les dirigeants sont confrontés à ça. Il y a deux gros sujets en fait pour les chefs d'entreprise aujourd'hui. Le premier d'entre eux c'est quelle va être l'intensité de la demande au moment de la reprise d'activité. C'est-à-dire, mais est-ce que je vais pouvoir vendre comme avant et donc est-ce que je vais pouvoir produire comme avant? Que je vende ou que je produise des services ou des biens de consommation ou encore plus des biens durables. Va-t-on se précipiter le 11 mai pour acheter une voiture, pour acheter un appartement, pour acheter des équipements, ou est-ce qu'on va continuer à être sur des biens essentiels, comme on les appelle aujourd'hui, avec effectivement comment dirais-je, ce focus que l'on veut avoir sur une épargne de précaution. C'est ce qui se passe actuellement. 50% du revenu disponible des ménages est épargné à l'heure actuelle. Le deuxième sujet pour les chefs d'entreprise, c'est mais est-ce que finalement je vais réussir par rapport à la concurrence et donc quelles sont mes faiblesses en fait? Où est-ce que je me suis rendu faible parce que je ne suis pas allé au bout d'une logique et d'une démarche? Et ces faiblesses, on va le voir, vous savez, elles sont de tout ordre. Ça peut être la profitabilité, ça peut être l'organisation, ça peut être l'UX, l'expérience utilisateur, donc tout un tas de sujets. Voilà un peu la situation pour les chefs d'entreprise. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quoi? On est dans une course de vitesse. Les entrepreneurs, les entreprises doivent aller vite. Et quand je dis vite, c'est toujours aller plus vite que la vitesse de détérioration du modèle. Là, le modèle est extrêmement détérioré pour la moitié des entreprises environ, puisqu'elles sont complètement à l'arrêt. Et pour l'autre moitié, elle est partiellement détériorée. Seules les entreprises qui travaillent sur les biens essentiels ou un certain nombre de services s'en sortent
très bien, bien évidemment, on a tous lu ça, hein, on va tous se nourrir au supermarché, là-dessus, il n'y a pas d'impact. En revanche, sur le reste, il y a des impacts effectivement beaucoup plus grands, ne serait-ce aussi parce que des circuits de distribution ont été mis à l'arrêt, comme par exemple Amazon ou d'organisation. Pourquoi il va falloir aller vite? Parce que tout le monde va être en même temps sur la même ligne de départ. Et la question, c'est est-ce que tout le monde va être sur la même ligne d'arrivée? Et ça signifie qu'à un moment, il va falloir courir aussi vite que ses concurrents, voire plus vite si on veut les prendre de vitesse. Combien de temps ça va durer? Généralement, quand on est dans une restructuration et une crise d'entreprise, ce que l'on sait, c'est qu'on met 6 à 12 mois pour s'en remettre. Là, vu la crise qui est planétaire, on a beaucoup d'entreprises ont des clients qui se trouvent en Chine, aux États-Unis, dans les hémisphères sud, dans des endroits où les pays sont eux-mêmes confinés. Ça signifie que cette interdépendance des marchés va être mise à l'arrêt pendant quelques temps. Donc je pense qu'il faudra 12 à 18 mois pour s'en remettre. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que dans 18 mois, on reviendra à la normale. Je suis partisan de considérer qu'au contraire, les choses changeront et qu'on ne va pas retrouver le même paradigme qu'avant. Pourquoi? Parce que certainement ce paradigme finalement n'était pas suffisamment pertinent. Donc ça signifie qu'aujourd'hui, les entrepreneurs doivent réfléchir sur leur chaîne de valeur. Tout ce qui constitue mon cycle de la création en passant par la production, par la commercialisation, soit en direct, soit par des réseaux, et sur l'expérience utilisateur de mes clients, comment ils ont accès à mes produits. Les entreprises qui vendaient sur Internet, elles ont continué à vendre sur Internet, et beaucoup ont vendu beaucoup plus qu'avant. Celles qui ne s'étaient pas développées ont eu beaucoup plus de difficultés. Mais je prends un autre exemple. Beaucoup de grandes banques et de grandes entreprises, au tout début du confinement, ont été dans l'incapacité de faire travailler en télétravail tous leurs salariés parce que leur serveur informatique ne permettait pas d'absorber autant de connexions depuis l'extérieur. Il permettait d'avoir ces connexions intra-entreprises. La chaîne de valeur, c'est toute cette réflexion de je m'approvisionne en Chine pour tout parce que c'est mieux, parce que c'est moins cher, etc. Est-ce que c'est pertinent? C'est je n'ai qu'un seul fournisseur. C'est toutes les logiques sur les relocalisations, sur des circuits courts, sur au contraire, je recherche absolument à acheter pas cher parce que je recherche de la marge et j'ai une logique de prix. Toute cette réflexion qui va au-delà de la supply chain, c'est-à-dire de la chaîne logistique, qui va au-delà des approvisionnements, mais qui va bien sur les contributions dans mes différents métiers, lesquels me rapportent de l'argent, lesquels me coûtent de l'argent. Moi, je suis toujours frappé de voir que dans les entreprises dans lesquelles je passe, si vous voulez, il y a une méconnaissance souvent des contributions par métier. Moi, vous savez, dès que j'arrive quelque part, je commence par dire quelles sont les charges fixes par métier, comment on les éclate, quelles sont les charges variables, quelle est la marge sur coût variable, pour connaître ces contributions. Et parfois, on s'aperçoit qu'il vaudrait mieux se concentrer sur la production et pas essayer de vendre soi-même, ou qu'il vaudrait mieux plutôt vendre à l'extérieur, ou au contraire reprendre en vente directe. Et puis, parfois, on s'aperçoit qu'on a négligé quelque chose qui est la vente par Internet. Moi, je connais des entreprises qui fabriquent sous licence des grandes marques, très connues, des biens de consommation très connus, mais elles n'ont pas développé leur propre outil Internet. Alors leurs marques sont vendues sur des réseaux, mais elles n'ont pas leur propre réseau. Tout ce qui peut permettre de récupérer de la marge est une bonne chose en soi pour l'entreprise. Alors cette crise, elle nous apprend quoi? Cette crise, elle nous apprend qu'il va falloir être bien évidemment extrêmement agile. L'agilité, c'est quoi? C'est la capacité qu'une entreprise à faire un move, à bouger, à être capable de faire les choses différemment et rapidement. Voilà. Be My Desk, votre modèle d'origine, c'était pas forcément ça. Et puis vous vous êtes mis à dire, mais je vais parler à mes communautés, je vais parler à mes clients, je vais faire des talks sous une forme de webinaire et je vais continuer à travailler, mais je travaille différemment. Ça, c'est de l'agilité. J'ai fait la même chose en ce qui me concerne. J'ai créé ma chaîne YouTube. J'ai fait déjà, c'est mon 9e webinar que je fais. J'ai hébergé tout ça. J'ai développé tout un site.
On a tous ça. Le nombre aujourd'hui d'entreprises qui utilisent Zoom, je prends moi mon métier qui est d'aider des entreprises, de les conseiller. Je vous parle de Londres, de là où je suis. Ce que je peux vous dire, c'est que je passe beaucoup plus mes journées sur Zoom ou sur Skype que je les passe au téléphone aujourd'hui. Nous avons tous changé nos habitudes. Et le monde de l'entreprise, c'est ça. C'est quelle capacité d'adaptation nous sommes susceptibles d'avoir pour pouvoir, c'est pas continuer à travailler, mais c'est faire mieux et faire différemment pour être à la rencontre des clients. Ça signifie qu'au moment de la reprise, comme on va vouloir aller vite, il va absolument falloir capitaliser là-dessus. Ça, c'est l'agilité, ça, c'est la capacité d'adaptation. C'est plutôt le monde des startups d'ailleurs que le monde de l'économie traditionnelle. Et ce mode startup qui consiste à dire on s'est planté, c'est pas ça qu'il faut faire, et tout le monde est là et contribue. C'est-à-dire que c'est un travail collaboratif qui est quelque chose de très important. L'autre chose, c'est qu'il faut absolument se comparer. La concurrence devient une compétition. Tout le monde est sur la même ligne de départ. C'est donc une course de vitesse. Et on se compare, on a toujours l'habitude de juger soi-même et d'être content de soi-même. Et il faut apprendre à se comparer par rapport aux autres et comment font les autres. Voilà. Moi, j'ai un client qui est dans les télécoms. Eh bien, il a des systèmes collaboratifs super, mais vous pouvez les acheter que si vous achetez le téléphone portable, le téléphone fixe, la convergence de tout ça. C'est extrêmement puissant. Sauf que pendant cette période, il n'a pas vendu grand-chose. Voilà. Alors que pendant cette période, Zoom est passé de 10 millions à 200 millions d'utilisateurs. C'est ça, cette capacité à se comparer et à considérer que la concurrence est une compétition. Ça signifie que dans les facteurs différenciants, la valeur ajoutée que l'on va donner dans nos produits, dans nos services, est extrêmement importante. C'est quoi la valeur ajoutée? C'est tout ce qui apporte à quelque chose. Vous faites un webinar chez BeMyDesk, à partir de ce moment-là, si vous avez une audience et si vous avez un engagement dans vos communautés, c'est que ça sert à quelque chose, c'est que vous apportez quelque chose. Vous avez choisi d'apporter sur le débat public, vous avez certainement aussi d'autres idées pour vos propres affaires, et tout le monde fait ça. Ça signifie que nos priorités sont en train de changer à nous tous, et que effectivement, ces priorités, ce sont des nouveaux facteurs d'influence. Cette crise, elle est sanitaire, ça n'échappe à personne. Derrière, en arrière-plan, on a automatiquement une crise du climat, on a automatiquement une crise de la biodiversité, on a automatiquement une crise de ces grands enjeux planétaires qu'on a trop souvent laissés de côté. Ça signifie que quand on va reprendre le travail, on ne peut pas les laisser de côté en disant non, j'ai d'autres préoccupations. Au contraire. Et je pense que d'ailleurs, les populations les plus jeunes, les nouvelles générations qui arrivent dans le monde de l'entreprise, elles ont besoin de sens donné à l'action, elles ont besoin de cet engagement. Ça s'appelle élargir son champ de conscience, c'est-à-dire considérer que les grands enjeux ont une influence sur mes propres priorités. L'éthique, la responsabilité sociale, le partage de la valeur, le mode collaboratif avec les salariés, cette façon qu'on va avoir justement de porter le changement et les transformations au sein des entreprises. Pourquoi? Parce que transformer son entreprise va être nécessaire. Qui peut dire que dans son go-to-market, il n'a strictement aucun impact? Personne ne peut dire ça. Quand vous êtes chez vous, vous êtes obligé de travailler de chez vous, et même si votre usine travaille, vous ne pouvez pas vendre de la même façon. Il y a des géants du digital qui continuaient encore à vendre leurs produits avec des commerciaux debout. Ceux-là, ils ont une baisse de chiffre d'affaires, d'accord? Et puis il y avait des sociétés beaucoup plus digitalisées, beaucoup plus tournées vers le e-commerce. Celles-là, elles n'ont pas perdu de chiffre d'affaires, et souvent, elles en ont gagné au contraire. Ça signifie que aujourd'hui, on voit que dans la transformation, vous avez des sujets comme le design thinking, comme l'UX, l'expérience utilisateur, qui sont des facteurs extrêmement importants. N'oubliez pas qu'on n'est plus dans la société de la possession. La propriété n'intéresse pas, et n'intéresse pas en tout cas les nouvelles générations. On est dans une société de l'usage. Mon sujet, ce n'est pas de savoir je vais prendre une voiture ou un vélo.
Mon sujet, c'est que je veux me déplacer d'un point A à un point B. Voilà. Et donc, les mentalités changent. Ça signifie qu'aujourd'hui, effectivement, à travers un outil comme un smartphone, on a accès aux clients et on peut avoir accès aux clients. Les Chinois l'ont bien compris avec la force de WeChat, par exemple. Et c'est beaucoup moins développé, paradoxalement, chez nous, parce que nous, nos WhatsApp et Messenger et autres ne nous permettent pas d'acheter ou de payer comme WeChat peut le faire, par exemple. Donc, ça signifie que les habitudes vont changer. L'UX, c'est quelque chose d'extrêmement important. Comment j'arrive à séduire mon client, quelle est la facilité que je lui donne. Ben voilà, on sait tous, quand on n'avait pas de compte Skype, on s'est inscrit sur Skype en quelques minutes et gratuitement. Quand on n'avait pas de compte Zoom, on l'a fait en quelques minutes et pour pas très cher quand on voulait avoir un compte professionnel. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une facilité. On poste sur une chaîne YouTube parce que ça nous évite d'avoir notre propre plateforme et que c'est facile. Ça signifie tout ça que ça va remettre en cause à l'intérieur la culture de l'entreprise parce que et le mode collaboratif. Quand on veut changer et transformer une entreprise, on n'est pas dans un mode directif, on est dans un mode qui est collaboratif. Et je crois que c'est extrêmement important. Il n'y a pas de changement sans acteur du changement. Et je pense que l'enjeu, si vous voulez, c'est celui-là. Pourquoi? On est dans un monde de volatilité. On est dans un monde de complexité et d'interdépendance. On l'a vu avec cette crise. On dépend des clients à l'étranger, mais on dépend de la supply chain et des fournisseurs à l'étranger. Et donc, on a besoin aujourd'hui de transformer nos modèles. Généralement, vous savez, les entreprises qui sont en crise sont des entreprises qui ne se sont pas transformées. Et c'est ce qui provoque des restructurations. Mais comme il n'y a pas de changement et de transformation sans acteur du changement, ça signifie qu'il va falloir embarquer les gens. C'est l'empowerment. C'est-à-dire qu'il va falloir former pour transformer. On va avoir besoin justement d'avoir nos différents collaborateurs, un top 20, un top 30, un top 50, ça va dépendre bien évidemment de la taille de l'entreprise, pour pouvoir être les ambassadeurs de ce changement, mais pas en communication, mais pour faire ce changement. Le changement ne vient jamais d'en haut. Le changement est toujours fait par le bas, et ça c'est extrêmement important. Il ne faut jamais l'oublier. L'enjeu en fait pour beaucoup d'entreprises, et je dirais pour la planète peut-être en général, et en tout cas pour nos pays, c'est pas d'essayer de vouloir trouver des moyens pour sauver le monde d'hier, c'est au contraire de trouver les moyens pour construire et imaginer le monde de demain. On a vu à quel point on n'avait pas été encore assez loin dans ce qui apparaît comme une tarte à la crème, la transformation digitale par exemple. Non, effectivement, beaucoup d'entreprises n'avaient pas été assez loin dans leur logique de e-commerce, dans leur logique je peux avoir d'autres publics qui ne viennent pas, par exemple, dans mon restaurant. Vous avez tous vu ce mouvement de grands chefs, Alain Ducasse, Guy Savoy, qui maintenant vendent leurs plats et sont capables de les faire livrer. On n'a jamais autant utilisé les Deliveroo ou Uber Eats à un moment. Et je pense que la grande leçon que l'on a, c'est que finalement, on reconnaît aujourd'hui le travail d'un certain nombre de personnes essentielles, qu'il s'agisse des infirmières, des aides-soignantes, des médecins, qu'il s'agisse aussi des caissières de supermarchés ou des livreurs qui nous évitent de nous déplacer dans cette période de confinement. Il faut donc donner du sens à l'action, c'est comme ça qu'on réussira tous la transformation avec une vraie approche de RSE, de responsabilité sociale et environnementale, et on transforme toujours ensemble et jamais seul. Merci Monsieur Marion pour cet éclairage très complet et très intéressant. On va passer, si vous le voulez bien, aux questions de nos auditeurs. Donc, je vous invite tous à poser vos questions directement dans le chat YouTube. On a une première question de Luca Crosetti qui demande quelles sont selon vous les filières stratégiques qui doivent être privilégiées en matière d'investissement pour maintenir notre compétitivité? Oui, c'est une très bonne question. Je crois qu'on a bien vu
que le Doliprane était chinois, parce que la poudre de paracétamol s'est fait là-bas. On a bien vu qu'on n'avait pas de masque, qu'on n'avait pas de gants et qu'on avait trop sacrifié dans notre chaîne de valeur macroéconomique, mais je parlais tout à l'heure de la chaîne de valeur microéconomique des entreprises, trop de choses dont on se dit ça c'est pas essentiel, c'est pas essentiel. Donc la vraie réflexion à avoir, c'est sur la valeur ajoutée marginale. Et la France est un des grands pays au niveau de la santé, je crois que c'est incontestable. Eh bien, on a vu malheureusement que on aurait pu faire beaucoup mieux pour éviter la propagation de ce virus si on n'avait pas été dépendant de l'étranger, s'il n'avait pas fallu attendre 2 mois pour des choses essentielles pour se protéger du virus. Donc, ces filières stratégiques, on le voit. Prenez une société comme Dassault Systèmes qui, il y a 3 mois, a décidé d'investir 5 milliards d'euros dans la santé, qui a vraiment bien vu et qui a été extrêmement visionnaire là-dessus. Donc oui, on ne peut pas se contenter d'avoir une grande sécurité sociale qui paye tout. Il faut bien évidemment maîtriser cette chaîne de valeur. On voit bien qu'on a trop souvent délocalisé trop de choses à l'étranger sous prétexte de coûts. Je suis pas certain que le coût doive l'emporter sur l'indépendance d'un pays, l'indépendance d'une filière. Moi, je me suis toujours battu, quand je suis arrivé chez Vélib, tout venait de Chine, et je me suis toujours battu pour toujours avoir un backup de fournisseurs et diviser les marchés avec un marché européen et éventuellement un marché chinois. Dans le vélo, les grands fabricants de pièces détachées sont en Chine. Mais il y en a également en Europe. Et je pense qu'effectivement, pour répondre, en tout cas, je pense que l'Europe doit se pencher sur ce sujet. Parce que le vrai sujet, c'est qu'on a trop souvent sacrifié notre industrie, parce que les pays européens sont concurrents entre eux sur des filières stratégiques. Donc on a abandonné par exemple notre acier aux Chinois. Et je pense que ce sont des mauvaises choses. Donc tout ce qui tourne autour de la santé, de la sécurité alimentaire, c'est croustillant quand même. On fournit la poudre de lait aux Chinois parce qu'ils n'ont pas confiance dans leur chaîne agroalimentaire, et les médicaments, les tests, les réactifs pour les tests, tout ça, ça vient de Chine, ça pose question. Merci. Une seconde question de Caroline Nunet qui vous demande en quoi cette période, elle vous a transformé et comment vous allez redémarrer. Alors, je ne me suis pas arrêté. Je crois que j'ai fait partie de ceux qui travaillent énormément en ce moment, et plutôt 7 sur 7 d'ailleurs, et avec des journées avec une grande amplitude. Je ne suis pas le seul d'ailleurs. Beaucoup de managers sont dans cette situation. Ça transforme automatiquement parce que d'abord ça donne une responsabilité de partage de la connaissance, et c'est ce que j'ai voulu faire en participant et en organisant moi-même des webinaires, ce que vous faites également vous, Be My Desk, aujourd'hui, on vous en remercie. Donc automatiquement vous vous tournez plus encore vers l'extérieur et vous vous dites la prise de parole n'est pas l'occasion d'une communication sur soi, elle est l'occasion d'une communication aux autres. La deuxième chose, c'est que j'étais un très grand convaincu du mode collaboratif, et je le suis encore plus. Et effectivement, la réflexion que ça donne, c'est que beaucoup de rendez-vous que l'on faisait pour avoir ce contact humain avec les gens, je pense que beaucoup d'entre eux, on peut les faire à travers des plateformes comme Zoom ou Skype ou Collaborative, Teams, toutes les autres. Et vous voyez, je vais vous donner un exemple. Au même moment où j'écris mon livre, je décide de créer effectivement l'IHEGC, cette école de formation. Pour moi, la formation devait être présentielle parce que c'était quelque chose que je voulais enseigner. J'ai complètement switché sur Zoom de cette façon-là, et je compte continuer comme ça. Parce que je trouve que ce mode collaboratif est extrêmement pratique, et du coup, au lieu de faire des sessions de plusieurs jours d'affilée, j'organise maintenant des sessions par exemple par demi-journée, et sous cette forme-là. Et comme on a le chat qui permet de réagir, on a une grande interactivité, ça permet d'avoir un regard différent. Moi, si vous voulez, les questions que je reçois dans les webinaires, bien sûr, alimentent ma pensée, je m'exprime
régulièrement dans la presse. Ce matin, je m'exprimais avec Jean-Pierre Le Tartre et Valérie Oanessian dans l'opinion sur le rôle des régions pour la relance des entreprises. Donc voilà, ça nous transforme là-dessus. Une autre question de Sabine Quenziker, qui, elle, d'un point de vue social, pense que les collaborateurs vont analyser les actes et comportements négatifs envers eux, et de même les clients prestataires euh, analyseront donc les comportements les comportements négatifs des entreprises pendant cette crise. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors je pense qu'on peut, je vois ce qui veut être dit, c'est-à-dire en fait, est-ce qu'on a eu un comportement vertueux ou pas pendant cette crise? Et je pense que c'est une question fondamentale. J'ai beaucoup parlé de la RSE aujourd'hui comme vraiment un élément. J'ai beaucoup parlé de ces facteurs d'influence externe sur notre façon de faire les choses. Je crois que c'est un enjeu qui est fondamental aujourd'hui. Elle a parfaitement raison. Je pense que ceux qui n'auront pas été vertueux, qui se seront mal comportés avec leurs fournisseurs ou avec leurs clients ou je ne sais, ou leurs collaborateurs, ces entreprises seront sanctionnées, elles auront des gros problèmes. Et moi, je recommande beaucoup, la première chose à faire pour le chef d'entreprise, c'est d'aller à la rencontre de ses salariés et de partager avec eux le fait que cette période n'a pas été facile. Elle n'a pas été facile pour l'entrepreneur, mais elle n'a pas été facile pour le salarié, y compris celui à qui on dit que tu n'as plus le droit de travailler. Tu vas perdre 16% de ton salaire, tu regardes Netflix, tu fais ce que tu veux, mais tu es condamné à ne pas travailler. On est tous comme avec des bracelets électroniques dans nos maisons ou appartements. Donc effectivement, il faut passer du temps. L'humain est au cœur de la reprise. Si on néglige l'humain, ça ne marchera pas. Moi, je m'attends à ce qu'il y ait une grosse vague d'absentéisme, parce que les salariés, je l'ai dit, auront été traumatisés, mais parce qu'on n'aura pas su gérer cette reprise. Dès le 19 mars, moi, je me suis exprimé là-dessus en disant il faut garder le lien numérique avec les salariés. Donc, oui, il va falloir passer par les syndicats, il va falloir passer par les CSE, par tous ceux qui sont au contact des employés, et les entrepreneurs, on les attend pas dans les bureaux, on les attend au contact des salariés, dans les usines quand il s'agit d'usines, dans les bureaux, à la rencontre. Il va falloir effectivement écouter, et les salariés les jugeront sur est-ce que maintenant les leçons de cette crise ont été tirées. Sur le mode collaboratif, est-ce que si les salariés sont obligés de dire mais vous nous écoutez pas parce que nous on vous disait que si vous aviez développé du e-commerce, vous auriez continué à travailler. Si on avait changé notre expérience utilisateur, on aurait continué à travailler, etc. Donc ça, c'est effectivement un aspect qui est extrêmement important pour le futur. Une question de Claire-Marie Greiner qui dit que des acteurs économiques puissants disent qu'il faut relancer la croissance à tout prix. Et donc, selon vous, comment influencer sur ce discours trompeur? Oui, alors ça dépend qui tient ce discours, mais on est un peu dans le wishful thinking aujourd'hui de dire ça va repartir comme avant et il faut que ça reparte le plus vite possible. Oui, on peut pas avoir. Vous savez, aujourd'hui, la France, c'est quoi? C'est 10 millions de personnes qui travaillent dans le secteur privé, 10 millions dans le secteur privé qui sont en chômage partiel, 3 millions et demi de chômeurs, 5 millions de fonctionnaires. Ça fait peur. Parce que qui paye? Qui va payer le quoi qu'il en coûte? Il va falloir le payer à un moment. Donc, effectivement, le sujet, c'est pas tant la croissance, c'est comment on va faire mieux pour nos entreprises, comment on va modifier les modèles, comment on va intégrer le climat, la biodiversité et la santé dans nos modèles économiques aujourd'hui. Vous savez, si c'est pour sauver, prenez la filière automobile. La filière automobile, elle est devant. En 20 ans, il faut qu'elle arrête de faire ce qu'elle fait pour changer complètement. Parce que plus personne, d'abord, la possession va se terminer, la propriété de véhicules va se terminer, on est à la fin, on est dans une société de l'usage. Et deuxièmement, les véhicules thermiques, on n'en veut plus. On dit dans 20 ans, donc ça signifie dans 5 ans. Ce mouvement ne peut que s'accélérer. D'ailleurs, la chute des prix du pétrole,
est juste l'espèce de chant du cygne désespéré pour venir contrer cette économie verte, pour que ce soit plus intéressant financièrement de continuer à utiliser le pétrole que de faire fonctionner l'économie verte. Mais ça, les personnes et les salariés, ils n'en veulent plus de ça. On veut au contraire cette conscience de l'entreprise doit se transformer pour être cohérente avec ces enjeux. Si on n'est pas cohérent aujourd'hui, on est condamné dans 1 an, 2 ans, 5 ans. Donc, le discours de la croissance, si c'est une croissance durable et responsable, c'est pas un discours qui me choque, mais il faut être conscient que il va falloir minimum 18 mois pour retomber sur nos pieds. Une question de Delphine Penalva qui demande, je pense que vous en avez un peu évoqué tout à l'heure, est-ce que c'est l'opportunité de penser autrement le rôle du dirigeant dans son leadership sociétal, c'est-à-dire aller au-delà de l'objectif financier et de donner du sens à l'action de son entreprise, avoir un why quelque part. Voilà, vous avez vu, elle parle du Arnaud Marion première langue, alors je la connais bien, Delphine, et elle a parfaitement raison. Cette crise doit nécessiter la réflexion sur la chaîne de valeur, c'est quelle est l'entreprise que l'on a, ce qu'elle est, qui elle est et ce qu'elle fait. Et cette question du who et du what doit nous amener sur la question effectivement du why. Les nouvelles générations, je le dis, je me suis exprimé là-dessus à plusieurs reprises, il y a des générations Z qui arrivent, qui sont nées à partir de la fin des années 90, donc à partir de 97-98, sont des générations en recherche de sens donné à l'action, au contraire de la génération précédente, qui était plus complexe. Et cette génération-là, c'est la génération de Greta Thunberg, ni plus ni moins, oublions éventuellement l'excessivité ou la caricature qu'il peut y avoir derrière ça, mais oui, mais le monde est en train de tomber par terre. Celui qui pense que cette crise sanitaire que nous vivons n'a rien à voir avec la biodiversité, avec les animaux sauvages qu'on tue pour manger, etc., je pense qu'il est complètement à côté de la plaque. On n'a pas les clés, parce qu'on sait qu'on nous a menti, on sait que la Chine a éhontément menti sur ce qui s'est passé, donc on n'a pas les clés pour comprendre. Aujourd'hui, il y a un travail d'historien qui sera fait, aujourd'hui c'est un travail de journaliste, mais clairement, il faut avoir cette réflexion. Et donc, si à un moment, dans l'entreprise, on n'a pas une attitude responsable, embarquant les collaborateurs dans un mode collaboratif pour essayer de comprendre ce qui se passe, ça peut pas marcher. Et vous savez, aujourd'hui, on peut pas faire de marketing, de vrai marketing, par exemple, dans une boîte, même quand vous êtes un pro du marketing, si vous n'avez pas des jeunes de 20 ans à côté de vous. Parce que leurs habitudes ne sont pas les nôtres, mais c'est eux qui sont en train de driver les habitudes de consommation, donc l'UX des nouveaux, parce que effectivement, ils ont leur délai de concentration, c'est 50 secondes à peu près. La concentration moyenne sur une news, c'est 8 secondes. Donc on est aujourd'hui dans des formats beaucoup plus courts par rapport à ça. Donc oui, il faut mettre du sens dans l'action, il faut mettre de la responsabilité sociale, il faut mettre du dialogue, du vrai dialogue social, pas du dialogue tarte à la crème, du vrai dialogue social et tout. Et les entreprises qui s'en sortent le mieux aujourd'hui sont celles qui avaient vu ça. Regardez, dans notre pays, Decathlon a offert ses masques, parce que tout d'un coup, on a considéré que ces masques un peu spécifiques qu'ils avaient, ils étaient extraordinaires pour le personnel médical. Immédiatement, son PDG, Fabien Derville, que je connais bien, a dit on a 20 000 masques en stock, on les donne. LVMH a dit moi j'ai des usines de parfums, je vais faire du gel hydroalcoolique, c'est le symbole est absolument fantastique. Ça ne doit pas faire oublier non plus les petites grand-mères qui ont fait des masques en tissu et tous ces inconnus qui en ont fait eux-mêmes et qui en ont apporté dans les hôpitaux ou ce genre de choses, ou les chocolatiers qui ont offert leur chocolat de Pâques. C'est ça qu'on juge aujourd'hui et c'est ça qu'on aime bien. Si vous regardez bien, le collaboratif et le collectif n'a jamais été autant à la mode. Voilà. Et alors que finalement, on est quand même dans un pays où on aime bien défendre plutôt le passé et les avantages acquis du passé.
que d'être dans le partage. Et effectivement, on s'aperçoit tous que ce partage aujourd'hui, il est extrêmement important. Regardez les journaux, il n'y a jamais eu autant de contributions. Vous allez me dire parce qu'on a du temps. Je ne crois pas. Parce qu'on pense qu'il est temps de prendre la parole. C'est complètement différent. Une dernière question avant de conclure, alors elle est un peu longue. Les dettes générées par notamment les prêts garantis par l'État ne risquent-elles pas de reculer les problèmes de trésorerie de certaines entreprises si elles ne se réinventent pas? En d'autres termes, est-ce que ce sursis accordé par les PGE ne devra-t-il pas être accompagné obligatoirement par une adaptation de sa proposition de valeur? Et donc, est-ce que vous pensez que ça va générer une vague d'entreprises en difficulté dans 1 ou 2 ans? Alors, il y a une question très pertinente, bien sûr, et il y a plusieurs questions dans la question. La première question qu'il y a, c'est que le premier point, c'est que tout le monde n'aura pas le PGE, contrairement à ce qui est dit. Aujourd'hui, la statistique est claire. 15% n'y ont pas droit. Il y aura des symboles, comme toujours. L'État soutiendra une entreprise, mais elle ne pourra pas soutenir tout le monde. Aujourd'hui, ce qu'on voit se dessiner, c'est la jurisprudence un peu. Des entreprises qui étaient déjà surendettées et fragilisées avant et pas rentables, elles n'auront pas le PGE. Et je pense que c'est peut-être une bonne chose, parce que sinon, on ne fait que donner une espèce de sursis, donner une espèce de perfusion, tout simplement pour que ça aille dans le mur plus tard. Celles qui sont pas très en forme et qui ont le PGE, oui, bien sûr, ça va reculer l'échéance. De la même façon que ceux qui vont utiliser la poursuite du chômage partiel sur 20 ou 30% de leurs effectifs, tout simplement parce que c'est un effet d'aubaine dans leur charge et que ça leur évite de licencier. Et à un moment, il va falloir licencier. Je m'attends à ce qu'en 2021, il y ait une vague, peut-être même dès le mois de janvier, dès la fin de sortie de ce régime dérogatoire du chômage partiel. Moi, c'est à peu près mon anticipation. Sur la dette, je ne crois pas un instant que cette dette doit être remboursable. C'est un peu provocateur ce que je dis, mais je pense que c'est une dette qu'aura financé non pas de la création de valeur et de la croissance, mais qu'aura financé de la destruction de valeur. Je ne vois pas comment les entreprises vont pouvoir la rembourser et avec quoi. Parce que pour ça, il faut générer de la valeur et encore plus de valeur qu'on en avait. Donc, si j'avais déjà des dettes, la valeur que je crée et que je vais essayer de retrouver, ce qui n'est pas donné, doit rembourser ces dettes. Si, comment dirais-je, en plus, je dois rembourser une nouvelle dette qui n'a financé du rien, sinon un confinement que l'on m'a obligé, ça ne marchera pas. Donc je pense qu'il faudra convertir ces PGE, ou la majeure partie de ces PGE, en fonds propres dans les entreprises, un peu du capitalisme à l'allemande, hein, avec les lenders, les régions qui prennent des participations. On a écrit l'article dont je vous parlais tout à l'heure, justement, où nous militons pour que les régions puissent se substituer à un moment à l'État et dire nous allons prendre en charge, c'est elles qui ont le pouvoir économique en France, je le rappelle, nous allons prendre en charge le suivi de ces entreprises, parce que beaucoup ne pourront pas rembourser et ce serait suicidaire de leur faire rembourser ça alors qu'il vaut mieux qu'elles consacrent leur création de valeur à de la croissance organique, bien évidemment. Donc oui, il y aura, et de toute façon, les prêts vont couvrir la période du confinement, plus d'une reprise qui va arriver à peu près au moment des vacances, hein, à peu de choses près, à 2 mois près. Donc, ne nous leurrons pas, il y aura besoin d'avoir une deuxième salve. Et en revanche, moi, ce que je souhaite, et ça va rejoindre et croiser un certain nombre de questions que nous avons eues, c'est que ces financements qui seront faits non plus liés au confinement, mais à la reprise des entreprises ou à leur transformation, se fassent sous condition de respect d'engagements sociétaux, climatiques, de biodiversité, de responsabilité sociale. Je pense que ça, c'est majeur. Si on veut que les entreprises se transforment, on est dans un pays où elles ne le feront pas d'elles-mêmes, donc il faut leur donner une incitation. On vous soutient, mais vous devez vous transformer. Ça ne sert à rien de soutenir aujourd'hui une entreprise qui fabrique des moteurs thermiques. Il faut soutenir cette entreprise pour qu'elle puisse se transformer et peut-être continuer à travailler dans l'automobile, c'est certainement souhaitable, parce que ça reste une filière importante, mais à ne plus faire des moteurs thermiques et à changer son modèle. Il faut être cohérent avec ce qui se passe sur la planète. N'oublions pas, nous sommes 7 milliards d'êtres humains. Dans 25 ans, nous serons 10 milliards.
3 milliards d'êtres humains en plus à nourrir et qui consommeront et qui pollueront. Merci, Monsieur Marion, pour toutes ces informations. On va pouvoir conclure ici. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant de terminer? Non, merci beaucoup. Et puis, à revoir, en tout cas, en replay, sur votre chaîne YouTube à vous et puis sur la mienne. Et bon courage à tous les entrepreneurs pour la suite des événements. Je pense que n'oublions pas, on transforme pas seul, on transforme avec les autres et on se soucie de l'humain. Ben, merci, Monsieur Marion, pour ce très bon mot de la fin. De notre côté, on se retrouve dès mardi pour un nouveau talk Be My Desk avec Benjamin Zimmer qui va nous parler de l'innovation des entreprises pour améliorer le quotidien des personnes âgées. Vous pouvez vous inscrire via le lien qui se trouve dans la description. Merci beaucoup, Monsieur Marion, pour le temps que vous nous avez accordé. Merci à vous. Au revoir Bonne François. Au revoir. journée. Au revoir. Merci à Be My Desk.